Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du RGQ intitulé Pollution atmosphérique et sonore en milieu urbain, le cas d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons Gaoussou Silla, qui est un ancien membre de l'exécutif du RGQ, qui a complété son doctorat en études urbaines là, ici à l'INRS au Québec et qui est actuellement le chercheur associé à la chaire UNESCO Anticipation, prospective et territoire durable à l'Université Alassane Ouattara Bouaké. Donc, d'où il nous fait là, sa présentation là, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Chantal. Merci. Info, c'est bon. Donc là, comme tu l'as dit, je fais une présentation qui porte sur les politiques en milieu urbain, le cas d'Abidjan. Je présente ici rapidement le plan de la présentation. Je vais aborder 5 points. Le premier, ça sera le contexte et la problématique de manière générale. Le deuxième point va porter sur les objectifs de recherche. Le troisième point, je vais présenter très rapidement ma méthodologie sans m'étendre là-dessus. Et puis, je vais plus parler au niveau du point 4, qui est l'analyse des résultats que je trouve très intéressant. Et puis, j'ai une petite conclusion que je vais partager avec vous et sur lesquelles on pourra discuter. Donc, au niveau du contexte, je commence à parler de la pollution atmosphérique. Et le point qui me revient, c'est que en tant que scientifique, les questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi on s'intéresse à une thématique? Pourquoi, par exemple, je décide d'étudier la pollution atmosphérique et sonore? D'abord, au niveau de la pollution atmosphérique, il a été prouvé par l'Organisation mondiale de la santé que la pollution atmosphérique est la première nuisance environnementale dans le monde et que cette pollution-là est issue de plusieurs sources et plus particulièrement de la circulation routière. Et cette pollution a des impacts sanitaires, sociaux et environnementaux. Et au niveau de la pollution atmosphérique, il faut savoir qu'il y a une prise de conscience au niveau mondial et ce qui a occasionné, ce qui fait que l'OMS propose aux différents pays de mettre en place des surveillances. Et l'OMS, toujours, qui gère cette question-là, a mis en place des normes et des directives que les différents pays qui vont mettre en place des surveillances puissent suivre. Et ce qui fait que les chercheurs des différents pays du Sud ou du Nord commencent à s'intéresser à cette question et à en parler. Toujours au niveau de la pollution atmosphérique, il faut dire qu'il y a des valeurs que l'OMS recommande. Et en plus de ces valeurs-là, et chaque pays essaie d'ajuster ses normes en fonction des normes de l'OMS et en fonction de ses réalités. Parce qu'il faut dire que les sources de pollution changent d'un pays à un autre. Donc, quand le pays estime qu'elle n'a pas beaucoup de sources, elle ajuste ses normes en fonction des normes de l'OMS. Et puis, il faut préciser que concernant les polluants atmosphériques, il y en a beaucoup. Il y a des polluants gazeux, il y a des polluants particuliers. Mais moi, dans mon cas, j'ai décidé d'étudier et des polluants gazeux, notamment le NO2, ceux que j'utilise. Ceux que j'étudie sont en rouge. Et puis, au niveau des polluants particuliers, ça sera le PM2.5 et le PM10. PM, c'est particules fines. Et le 2.5 et le 10, c'est la taille des différentes particules que je vais utiliser. Donc ici, et toujours au niveau du contexte de la pollution atmosphérique, il faut dire qu'il y a quand même une particularité dans les villes du Sud, contrairement aux villes du Nord. C'est que dans les villes du Sud, le parc automobile est beaucoup vétuste parce que là, je reviens sur le parc automobile parce que la littérature a montré que la circulation routière est la principale source de polluants. Et donc là, si la circulation routière est la principale source, ça veut dire que c'est lié au parc automobile dans les pays du Sud. Ce parc, il est beaucoup vétuste et puis le carburant qu'on utilise dans ces pays-là n'est pas forcément de bonne qualité. Et la deuxième particularité des pays du Sud, c'est la combustion et puis la poussière. Parce que comparativement aux villes du Nord ou aux pays du Nord, dans les villes du Sud, il n'y a pas beaucoup de routes goudronnées comme on peut l'imaginer. Donc ça, c'est le contexte de la présentation générale de pourquoi je vais étudier ce programme-là. Donc, toujours au niveau du contexte, après avoir fini de présenter la pollution atmosphérique, je vais présenter la pollution sonore. Ça, pareil, la pollution sonore est aussi liée à la circulation routière et puis à des impacts sur la santé des populations. Donc, pollution atmosphérique, pollution sonore, pareil, particularité des pays et des villes du Sud différentes, ce qui peut nous encourager, ce qui peut nous amener, nous, en tant que chercheurs,
ayant vécu dans les villes du Sud et originaire des villes ayant vécu dans les villes du Nord et originaire des villes du Sud, de s'y intéresser. Très rapidement, je passe. Comment disparité Nord-Sud dit que les villes du Sud qui sont plus polluées sont moins étudiées dans la littérature. Et aussi, l'une des particularités, c'est que les villes du Nord, on le dit, ont beaucoup plus de financement, mais ne financent pas beaucoup les études dans les villes du Sud, alors que les villes du Sud, en tout cas les chercheurs des villes du Sud, estiment que la plupart des pollutions qui sont produites sur le continent proviennent des véhicules usagés qui sont importés des villes du Nord. Ça, c'est un débat qui est très intéressant sur lequel on va certainement revenir dans les échanges. Ça, en tout cas, c'est des positions que j'ai vues dans la littérature. Donc, aussi, il faut savoir que toujours dans la littérature, il y a une grande disparité entre pollution atmosphérique dans les villes du Sud et puis pollution atmosphérique dans les villes du Nord parce que la forme urbaine diffère d'une zone à une autre. Et puis, l'organisation du transport urbain en fonction de l'étalement urbain change d'une zone par rapport à une autre zone. Donc, s'il y a ce changement, il y a possiblement une différence géographique de polluants. C'est-à-dire que si dans les villes du Sud, on trouve le NO2 plus au centre-ville, qui est lié par exemple à la circulation routière, cela peut être le contraire dans les villes du Sud parce que l'étalement urbain dans les villes du Sud ne respecte pas la même logique que l'étalement urbain dans les villes du Nord. Donc, voici en quelque sorte les points que j'ai vus dans la littérature et qui m'ont poussé à m'intéresser aux questions de pollution atmosphérique et sonore. Bon, c'est vrai que dans le titre, tout à l'heure, j'en parlais avec Chantal. Dans le titre, c'est globalement pollution atmosphérique et sonore, mais je pense que je vais mettre plus l'accent sur la pollution atmosphérique parce qu'en voulant étudier les deux, je pense que je vais faire plus de 30 minutes de présentation. Donc, voici un peu le contexte qui a justifié le choix de cette étude-là. Mais toujours dans le contexte, il y a quelque chose de très important. C'est quand je finis de dire tout ça, de présenter la pollution atmosphérique, ses implications sur la santé des populations, les disparités qui existent et puis l'importance de revenir sur les caractéristiques des villes du Sud. La dernière question à laquelle je réponds, c'est de savoir maintenant pourquoi je décide d'étudier cette population-là à Abidjan. À Abidjan, je décide d'étudier la pollution atmosphérique parce que je vois que, il y a une législation qui existe sur la pollution atmosphérique, mais qui n'est pas véritablement appliquée. Deuxièmement, il y a un manque de surveillance de la pollution atmosphérique et sonore parce que, il n'y a pas beaucoup de stations fixes pour étudier ces populations. Donc, on n'arrive pas à produire des cartes, à faire le suivi et l'évaluation. Puisqu'on n'a pas de production de données, mais il n'y a pas de production de connaissances véritablement sur les différents types de pollution dans l'espace ouest africain de manière générale et Abidjan en particulier. Donc, c'est ce qui fait que je décide de m'intéresser au cas d'Abidjan pour certainement deux raisons. La raison scientifique, c'est celle que je viens d'expliquer. Et puis, il y a une raison un peu personnelle, c'est que j'étais à Montréal, je faisais l'étude et puis je suis ivoirien. Je me suis dit, mais si le problème se pose partout en Afrique de l'Ouest, je vais peut-être mettre plus l'accent sur le territoire d'où je suis originaire, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan, c'est une grande ville quand même. C'est 10 communes et puis c'est quasiment 2,5% du territoire ivoirien. Et Abidjan est important parce qu'il y a une population très importante. J'ai dit tantôt 10 communes, c'est environ 6 millions de personnes dans la même ville. Donc, c'est devenu une grande mégalopole africaine. Et 6 millions de personnes, ça sous-entend que c'est une population qui a des besoins de transport, donc qui se déplacent beaucoup, donc qui utilisent des véhicules. On a dit que les véhicules sont vétustes. Et c'est une population qui a besoin de beaucoup de matériel pour son quotidien. Donc, il y a une industrialisation très importante dans la ville qui peut être éventuellement source de polluants.
Comme j'ai dit, la circulation routière est importante. La preuve, il y a environ 600 000 véhicules qui circulent dans la seule ville d'Abidjan. Troisièmement, Abidjan est le moteur économique de la Côte d'Ivoire, ce qui sous-entend que l'activité économique tourne beaucoup, donc ce qui justifie la présence des zones industrielles à l'intérieur de la ville. Et puis, quatrième élément qui fait que c'est important d'étudier la pollution à Abidjan, c'est la présence du climat équatorial. Ben, avec le climat équatorial, on a, comme on appelle, le mouvement du vent qui vient du nord du pays, qui souffle sur le sud du pays, Abidjan étant sud. Donc, il y a la poussière du Sahara qui vient du Mali, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, donc qui vient du Sahara et qui souffle sur Abidjan. Ce qui fait que la présence de poussière est beaucoup plus importante à Abidjan qu'ailleurs. Donc, quand j'ai fini de présenter de manière succincte les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la pollution atmosphérique et que j'ai montré les disparités entre le nord et le sud et que j'ai présenté ma zone d'étude, pourquoi je m'intéresse à Abidjan avec ces caractéristiques, je suis en droit de me poser quelques questions de recherche. Parce que le contexte a montré que Abidjan peut être potentiellement pollué. Donc, la question ici que moi je me pose, c'est de savoir quelles sont les concentrations et les distributions spatiales de la pollution atmosphérique à Abidjan et quels sont les facteurs de la circulation routière qui influencent les niveaux de concentration et d'exposition des populations. Et puis, troisièmement, c'est de savoir si les populations défavorisées sont en situation d'iniquité environnementale à Abidjan. Et à partir de ces questions de recherche, je dégage des objectifs, dont le premier est de produire les cartes des différents polluants atmosphériques que j'ai décidé d'étudier à travers. Et le deuxième objectif serait donc d'identifier les facteurs du micro-environnement, notamment routiers, qui concourent à augmenter ou à diminuer la pollution à Abidjan. Et puis, troisièmement, faire une analyse exploratoire de l'équité environnementale en tenant compte du profil socio-économique de la population. Donc, après ces questions de recherche, je vais présenter rapidement la méthodologie et puis on va partir sur la question, sur les résultats où je vais peut-être prendre plus de temps. Mais au niveau de la méthodologie, il y a d'abord la collecte de la donnée. Comme vous voyez sur le schéma là, la première photo, c'est les éléments ou bien le matériel de collecte que nous avons utilisé à Abidjan. Voilà, c'était un vélo avec les différents capteurs et puis on faisait du vélo en ville. Et puis la deuxième photo représente le nombre de kilomètres que nous avons fait à travers la ville avec ce dispositif. Comme on appelle, préciser que c'était trois chercheurs qui ont fait la collecte de données. Moi-même en tant que responsable de la collecte et puis deux de mes collègues qui m'ont accompagné à Abidjan. Et nous avons parcouru 920 kilomètres à travers la ville d'Abidjan pendant une semaine. Ouais, on va dire pendant 7 jours ouvrables et puis un jour de week-end pour collecter le maximum de données. Et puis bon, on a utilisé des données secondaires. Ici, il s'agit comme on appelle, des différents types de routes sur lesquelles nous sommes passés. Parce que pour capter le maximum de données, il fallait passer sur tous les types de routes, à savoir l'autoroute, les routes primaires, les routes secondaires, les routes asphaltées, les routes non asphaltées, bref. Donc, cette carte représente l'ensemble des types de routes que nous avons pu parcourir. Et puis, toujours au niveau de la méthodologie, dès que nous sommes rentrés à Montréal, nous avons fait une structuration des données et qu'il s'agissait de mettre les données ensemble et puis de les diviser en nombre de secondes pour pouvoir les utiliser dans le logiciel R, pour pouvoir les utiliser de telle sorte à avoir les résultats que je vais présenter. Donc, voici la structuration des données pour nos données propres. Et puis, nous avons fait, comme on appelle, un modèle généralisé additif avec un thème autorégressif. C'est-à-dire que nous avons une variable de contrôle et les variables explicatives que nous mettons dans le modèle. Et puis, en fonction de ça, nous avons les résultats que je vais présenter maintenant et que j'aime le plus particulièrement. Au niveau des analyses des résultats, comme j'ai dit, j'ai utilisé plus le MO2, le PM2.5 et le PM10.
Au niveau du NO2, après avoir fini de rouler le modèle bayésien que nous avons mis en place, nous avons trouvé comme on appelle, comme concentration Abidjan pour le NO2 91,4 microgrammes par mètre cube. Ouais, c'était très élevé par rapport à la, aux normes de l'OMS. Et je vais revenir là-dessus pour montrer les forces et les faiblesses de mon résultat par rapport aux normes de l'OMS. Et en termes de distribution spatiale, on a trouvé que le NO2 était plus concentré dans les grands quartiers de la ville d'Abidjan et puis sur les axes routiers les plus importants. Ce qui montre que le NO2 est vraiment lié, comme on appelle, à la circulation routière, mais plus au moteur qui est, qui émet en fait, comme on appelle, les résidus du carburant utilisé, surtout le gasoil à Abidjan. Donc, vous allez voir ici que dans les grands centres de la ville, il y a plus de NO2 et plus on va en périphérie, il y a moins de NO2. Parce que ici, plus c'est rouge foncé, ça veut dire que la concentration est très élevée. Elle est entre 90 et 116, alors que la moyenne est de 91. Et plus nous sommes bleus, la concentration est la plus faible. Elle est entre 32 microgrammes par mètre cube et 65,4 microgrammes par mètre cube. Et tout à l'heure, on va voir la différence entre la distribution du NO2 et celui des particules qui sont plus liées à la poussière. Concernant le PM2.5, donc les particules les plus fines, le modèle bayésien nous a donné une moyenne de 23,3 microgrammes par mètre cube. Chantal, tu n'hésites pas à m'arrêter si j'atteins les 30 minutes. 23,3 microgrammes par mètre cube. Et toujours avec nos différentes variables, nous avons pu produire la carte de concentration que je présente ici. Comme je l'ai dit tantôt, le PM2.5, il est certainement un peu concentré au centre du plateau, mais à part au centre du plateau et au centre de Cocody, un peu plus au sud de la ville, et il est beaucoup moins important en périphérie. Ben, ça veut dire que lui aussi, il est lié à la circulation routière. Mais par contre, à Yopougon, qui est quasiment là, il y a beaucoup plus de PM2.5 en périphérie que dans les autres périphériques de la ville. Ce qui veut dire que lui, certes, il est lié à la circulation routière, mais il est plus concentré, ben, pour nous qui connaissons un peu la ville, il est plus concentré dans des quartiers ou dans les périphéries où la circulation est importante et puis où il y a un peu plus de voies goudronnées. Mais les autres quartiers où il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de PM2.5. On a trouvé ça très, très intéressant parce qu'il y avait un contraste. On pensait qu'il allait être fortement élevé dans les zones où il y a pas beaucoup, où il y a beaucoup de poussière parce que les routes ne sont pas goudronnées. Mais en même temps, dans ces communes ou bien dans ces périphéries, on a relevé le fait qu'il n'y a forcément pas beaucoup de circulation en journée comme la nuit. Je pourrais donner plus de détails sur ça dans les discussions ou en fonction des questions. Et puis après le PM2.5, je présente les résultats du PM2.10 où en moyenne, nous avons trouvé 90,6 microgrammes par mètre. Voilà, avec toujours les mêmes variables que nous avons utilisées pour les deux précédents polluants. Et au niveau de la carte de distribution, on voit qu'il y a eu plus de ressemblance avec le PM2.5 et moins qu'avec avec le NO2. Parce que toujours, le PM2.5 est un peu plus lié est plus lié à la circulation comme les deux, mais il y a un peu plus de poussière dans le PM10 que dans le PM2.5 et puis le NO2. Voilà. Ça, c'est une carte aussi qui nous a beaucoup marqué parce qu'on s'entendait à un peu le contraire. Ben, c'est ce que les résultats nous ont donné que nous voulons. Parce que la concentration du PM2.5 se trouve à Djamé, où il y a beaucoup de circulation dans la journée à Djamé, et puis Yopougon aussi, où il y a beaucoup de circulation, même si on estime qu'il y a beaucoup de voies bitumées dans ces deux zones.
Dans les autres zones, il y a peut-être certainement moins de voies bitumées, mais la réalité, c'est qu'il y a moins de circulation dans ces zones parce que c'est des zones un peu considérées comme, on va dire, résidentielles. Donc, il y a moins de circulation par rapport à Djamé et Yopougon. Cependant, le NO2 montrait le contraire. Le NO2 montrait que même au plateau ou Cocody, où on pense que c'est beaucoup plus résidentiel et qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, on n'allait pas avoir beaucoup de NO2, alors qu'on a eu beaucoup de NO2, mais moins de PM2.5 et de PM10. Donc, ces quatre ont été très, 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 très révélatrices par rapport à ce que nous pensions d'Abidjan ou nous qui connaissons Abidjan. Bon, mais c'est vraiment ça, le côté le plus intéressant de cette étude-là que j'ai vraiment aimé. Donc, comme je disais, ici, je présente un tableau récapitulatif de polluants que j'ai étudiés en fonction comment on appelle, des normes imposées par l'OMS. Par exemple, pour le NO2, dans notre étude, moi, j'ai trouvé une valeur de 91,4 microgrammes par mètre cube, là où l'OMS nous impose une norme de 25 microgrammes par mètre cube. Pareil pour le PM2.5, moi j'ai trouvé 23 microgrammes par mètre cube, là où l'OMS nous impose, ou bien nous recommande une valeur de 15 microgrammes par mètre cube. Et puis pour le PM10, moi j'ai trouvé une valeur de 90 microgrammes par mètre cube, là où l'OMS recommande une valeur de 45 microgrammes par mètre cube. Et puis toujours dans le résultat, on a trouvé que les routes principales et la présence d'un feu tricolore sont généralement associées à une augmentation des polluants. Ce qui s'explique par le fait que les routes principales, c'est-à-dire que l'autoroute, les routes primaires, les routes secondaires, sont les types de routes les plus utilisés à Abidjan. Et la présence de feux tricolores est associée à une augmentation des polluants dans la mesure où quand le feu il est en faveur, il est en défaveur des automobilistes, ils s'arrêtent et au moment de répartie, ils font plus de polluants au moment de répartie. Et puis les routes non asphaltées, la vitesse du cycliste sont associées à une diminution de tous les polluants parce que généralement, les routes non asphaltées, qui sont la plupart des rues, ne sont pas trop utilisées en journée pour la circulation routière. Et puis, ben, on a dit que la distribution, les cartes nous ont montré la distribution des particules fines et grossières, c'est-à-dire que les PM2.5 et les PM10 sont très semblables, mais en même temps, elles sont différentes de la distribution du NO2. Et puis, bien évidemment, on a essayé de faire des comparaisons avec d'autres études, comme on appelle, réalisées dans les villes du Nord et dans les villes du Sud pour voir si notre étude vraiment se trouvait dans la moyenne des études réalisées. Et ici, la dernière étape de résultat, c'est justement, comme on appelle, pour montrer si les populations les plus faibles, les plus pauvres, on va dire, vivent dans les milieux les plus pollués. Donc là, on a fait une classification en fonction des différents polluants que nous avons mis dans le même modèle pour faire sortir cette carte de synthèse et pour montrer que peu importe le polluant que nous utilisons, quelles sont les communes les plus polluées. Et nous avons trouvé 6 classes. Et la classe la plus inquiétante, on va dire, c'est la classe F, donc la classe en orange. Et puis la classe la moins inquiétante, c'est la classe F, donc la classe en bleu. Donc, et Abidjan, contrairement aux autres études que nous avons regardées ça et là, il est difficile dans le contexte de cette étude et vu ce résultat-là, il est difficile de tirer une conclusion sur l'équité environnementale comparativement aux autres études où ça avait été clairement montré que les populations les plus pauvres vivaient dans les milieux les plus pollués. Il est difficile pour nous, à Abidjan, de dire ça, dans la mesure où les communes considérées comme les communes les plus huppées ou bien les quartiers considérés comme les quartiers des personnes aisées se trouvent parfois dans les environnements où les niveaux de polluants pour tous les polluants sont les plus élevés. Donc, ça aussi, c'est un résultat que nous avons particulièrement aimé parce qu'avant de venir, l'appréhension qu'on avait,
c'est que c'est sûr qu'il allait avoir de l'équité environnementale à Abidjan. Mais nous sommes arrivés, on a vu que c'était pas ça. C'était vraiment difficile de tirer la conclusion parce que c'était vraiment très mitigé. On ne peut pas le dire avec certitude, sauf si peut-être on pousse les études avec d'autres types de données, parce qu'il faut dire que pour tirer cette conclusion ou pour faire cette carte, on n'a pas pu utiliser toutes les données qu'on a souhaité utiliser parce qu'on n'y a pas eu accès. Voilà. Donc, là, vous allez voir ici que c'était un peu difficile pour nous de tirer ces conclusions parce que, en réalité, quand on faisait cette étude sur l'équité environnementale dans les autres études, mais dans les autres villes, on utilisait carrément le revenu médian par foyer ou bien par couple. Sauf que dans le cas d'Abidjan, vu qu'on n'a pas eu accès à cette donnée, on a utilisé l'indice de pauvreté non financière qui avait été réalisé dans la ville d'Abidjan en 2014. Et c'était vraiment difficile pour nous de tirer la conclusion parce que la carte de la pauvreté non financière n'était pas en phase avec la carte des polluants que nous avons fait ressortir. Ça aussi, c'était l'un des résultats les plus intéressants pour nous dans cette étude. Donc, en conclusion, il faut dire que notre étude a été quasi intéressante dans la mesure où elle nous a permis de contextualiser la pollution de l'air à Abidjan, ce qui n'avait pas été fait à Abidjan depuis longtemps. Il y a eu quelques études sur la pollution de l'air, mais pas dans l'optique de faire ressortir, comme on appelle, les caractéristiques de la circulation routière qui pouvaient influencer sur les niveaux de polluants. Ça n'avait pas encore été fait. Donc, en ce stade, à ce niveau-là, ça a été une contribution importante dans la mesure où ça nous a permis de contextualiser. Et puis, au niveau méthodologique, ça nous a permis de faire une cartographie fine à l'échelle des tronçons, ce qui n'avait pas encore été fait. Donc, c'est une étude qui semble être une pionnière dans la mesure où elle ouvre la réflexion sur la question de l'équité environnementale. Et puis, à la fin, c'est que ça nous a permis de faire des cartes qui peuvent permettre aux décideurs de faire une planification, que ce soit pour les acteurs de l'urbanisation ou bien les acteurs de la santé publique. Et puis, ben, dans les limites, c'est ce que je disais que la collecte de données a été limitée dans le temps parce que nous avons fait la collecte de données sur une dizaine de jours, alors que l'OMS, quand elle fait ses études ou bien quand elle propose au pays de faire de la surveillance, elle propose de collecter sur au moins une année ou bien la moitié de l'année. Donc, l'une des limites de notre étude, c'est ça, c'est que la collecte de données a été limitée dans le temps. Et puis, la deuxième grosse limite que nous avons relevée, c'est que nous n'avons pas eu accès à certaines données, à certaines variables que nous pouvions éventuellement mettre dans notre modèle pour avoir plus d'explications sur certains facteurs que nous-mêmes, sur certains facteurs qui nous ont surpris dans notre étude. Voilà, voici en 31 minutes ce que j'ai pu dire sur l'étude que j'ai menée. Ben, c'est pourquoi d'ailleurs, Chantal, je pense que finalement, j'ai pas parlé de la pollution sonore parce que ça allait paraître un peu plus long. Donc, Ouais. je vous remercie. Et puis, je suis vraiment disponible pour les questions et réponses pour approfondir certains aspects. Merci pour votre écoute. Pour découvrir nos prochaines activités, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez à l'affût de nos prochains webinaires. Géographiquement vôtre, au plaisir.